Alors qu'ils pensent à peine leurs blessures après le récent affrontement contre le Club des Damnés, qui aura eu raison de l'Institut Xavier, les X-Men sont soudainement pris pour cible par des créatures chasseresses venues de l'espace, des sortes de drones tueurs ayant la ferme intention de les éliminer tous. Ce n'est qu'au prix de prouesses inimaginables qu'ils en viennent finalement à bout, avec l'aide également d'un nouveau venu, Corsair, le propre père de Scott et Alex. Celui-ci ne leur laisse toutefois pas le temps d'avoir de chaleureuses retrouvailles, car il faut impérativement se porter au secours de Lilandra, l'impératrice des Shi'ar. En effet, l'épouse cosmique de Charles Xavier est à nouveau victime d'un coup d'état au sein de son empire, fomenté par nul autre que sa sœur aînée, la terrible Deathbird, qui cette fois-ci s'est alliée à de redoutables créatures, les Broods. Les X-Men doivent donc lutter sur deux fronts face à des ennemis terrifiants et implacables, tandis que Xavier et Lilandra sont enlevés par les aliens dans un but encore mystérieux. Après d'âpres combats et une belle ruse de la part de Kitty, les héros remportent une victoire éphémère qu'ils comptent bien savourer autant que faire se peut. Mais sur Terre, les choses ne sont pas plus roses. Après l'attaque sur New York, les autorités sont devenues de plus en plus paranoïaques en ce qui concerne les mutants, et le sénateur Kelly est loin de calmer le jeu avec sa campagne ouvertement anti-mutants. La seule solution pour avoir la paix semble donc de priver le gouvernement de toutes les informations dont il dispose sur les X-Men, ceux des origines tout du moins. Infiltrant le Pentagone avec l'aide de Carol Danvers, les mutants tombent sur une vieille connaissance, Malicia, travaillant sous couverture pour Mystique. Le combat qui s'ensuit dévaste une partie de l'édifice et ne se termine que par miracle, laissant le soin aux héros de quitter les lieux après avoir rempli leur mission première. Alors qu'ils devraient se concentrer sur l'état préoccupant du professeur Xavier, les membres de l'équipe sont assaillis sur leur base insulaire par un nouvel ennemi, le démon Belasco, qui enlève la petite sœur de Colossus pour qu'elle le rejoigne dans les limbes où il est encore prisonnier. Après une traque à travers le temps et l'espace dans une dimension hostile, Illyana est arrachée à l'emprise du démon, mais elle a tout de même passé près de 7 ans à ses côtés, l'équivalent de quelques secondes à peine dans le monde réel, mais la moitié de sa jeune vie. N'ayant aucun élément permettant d'affirmer que la menace de Belasco est toujours présente, les X-Men reprennent leurs affaires courantes, ignorant que dans leur dos se prépare une véritable tragédie. Charles Xavier, toujours piégé dans son propre corps et au plus mal, navigue dans ses souvenirs de jeunesse et retrouve l'époque où il était jeune médecin en Israël, aux côtés d'un certain Magnus, avec qui il fraternise rapidement. Lancés tous les deux à la poursuite d'une amie capturée par les soldats de l'Hydra, ils affronteront le danger sans faillir et révéleront leur pouvoir au monde, chacun choisissant une voie bien distincte qui les amènera bien des années plus tard à se confronter pour le sort de l'espèce mutante. Célébrant le retour de leur mentor et de ses facultés ainsi que celui de Lilandra aux commandes de son empire galactique, les membres de la super équipe sont tout à coup attaqués durant les réjouissances par Deathbird et ses alliés monstrueux, auxquels elle livre les mutants sans sourciller. Les Broods voient en effet le patrimoine génétique particulier de ces êtres étranges, un atout de poids pour leur espèce qui peut s'emparer de ses capacités spéciales pour se renforcer génération après génération. Wolverine est le seul capable de se réveiller à temps pour échapper à un sort funeste, traqué par tout un commando de ces atroces créatures sur une planète hostile dont il ne connaît rien. Son facteur autoguérisseur le préserve toutefois du pire, car Logan découvre non sans mal que ses compagnons et lui ont été parasités par des œufs de la reine Brood, qui prendront lentement mais sûrement le contrôle de leur corps, puis de leur esprit, avant de les transformer totalement en ces horribles aliens massacreurs. À terme, et avec les pouvoirs des mutants de leur côté, ce pourrait même être la fin de toutes les civilisations de l'univers connu si les Broods passent à l'offensive. Déjà lourdement éprouvé, Logan prend la décision de ramener ses camarades avec lui dans une navette Shi'ar, mais se garde bien de leur révéler la vérité à leur sujet. Prêt à les tuer pour les soulager de leur souffrance et les empêcher de devenir des Broods, Wolverine est plus que jamais mis face à un choix déchirant auquel il ne pourra pas longtemps échapper. Et c'est alors qu'ils échappent à toute une armada de leurs prédateurs que le mutant griffu est contraint de lâcher la révélation de trop, sonnant probablement le glas des X-Men. L'année 1982 commence en fanfare avec cette aventure cosmique qui s'étalera sur une bien longue période, presque 2 ans de vie éditoriale de notre équipe de super-héros mutants, et risque bien de laisser des traces indélébiles sur leur existence. C'est aussi grâce au scénario béton et bourré de rebondissements de Chris Claremont que l'on découvre, en parallèle d'une guerre interstellaire, le passé commun de Xavier et Magneto, l'auteur étant désireux d'offrir à l'emblématique adversaire de toujours des X-Men un vrai background tragique qui le définit encore de nos jours dans les comics comme au cinéma. L'autre vraie trouvaille de 1982, c'est la création de cette espèce extraterrestre effrayante à souhait, les Broods, véritables tueurs nés pour assimiler toute forme de vie et détruire toute résistance. Largement inspirés des xénomorphes encore récents dans la culture populaire de l'époque, les Broods sont amenés à devenir des ennemis acharnés des X-Men et de pratiquement tous les peuples de l'univers, et on voit mal comment nos héros pourraient bien se sortir de leurs griffes et surtout échapper, comme Wolverine, au sort peu enviable qui les attend tous. Réponse en 1983 peut-être. Ai-je oublié de mentionner dans mon résumé qu'entre deux échauffourées, les X-Men affrontent aussi Dracula en personne? D'abord, le Seigneur des Vampires tente de transformer Tornade à son image, puis d'utiliser ses dons de voleuse pour s'emparer d'un grimoire qui pourrait bien le détruire entre de bonnes mains. On bascule alors totalement dans le surnaturel, un autre genre qui faisait encore relativement fureur dans les années 70, mais qui commence doucement à s'essouffler à l'aube de la décennie suivante au profit des super-héros. Marvel se spécialise dans les héros costumés et délaisse sa branche paranormale, sauf en ce qui concerne le bon vieux Dracula, qui fera des apparitions renommées dans plusieurs séries au fil du temps, comme dans Doctor Strange par exemple. De nos jours, c'est la série Avengers de Jason Aaron qui reprend le personnage du prince vampire, preuve s'il en est que son existence est liée à l'univers Marvel tel qu'on le connaît pour encore un bon moment.
Blague à part, cette nouvelle année s'achève sur une note vraiment pessimiste pour nos héros, et les lecteurs de l'époque, comme de maintenant tels que moi, sont sûrement impatients de connaître la suite de cette grande aventure spatiale, immortalisée par les dessins de Dave Cockrum. Nous en reparlerons bien assez tôt, cela va de soi, mais vous doutez déjà certainement que la conclusion sera heureuse. N'empêche, on aura eu chaud et peur comme jamais pour les X-Men.